Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là présents, chers amis, je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un beau week-end, nous sommes samedi, bon moi j'enregistre, non nous sommes pas le, qu'est-ce que je raconte? Non, nous sommes dimanche, enfin moi nous sommes je suis dimanche, mais pour vous ce sera lundi, pardon, excusez-moi, je vous souhaite par avance un bon début de semaine, puisque c'est la reprise du travail pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui ne sont pas, et je vous le souhaite pas d'être au chômage, hein. Pour eux, pour les chômeurs, ben écoutez, soyez courageux. Essayez de faire une recherche à votre niveau, hein. Je vous souhaite beaucoup de courage et de découverte quant aux possibilités, au potentiel que vous avez. En tout cas, merci à vous d'être là. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux surtout, hein, et même pour ceux qui ne l'ont pas fait parmi les anciens. Abonnez-vous, mettez un pouce, activez la clochette, partagez cette vidéo et n'oubliez pas que la chaîne ne peut pas vivre sans vous. Voilà, c'est aussi simple que ça, je ne peux pas vous dire mieux. À vous de voir si vous voulez voir grandir cette chaîne en activant ou pas la clochette. À vous de juger, hein. Voilà, en tout cas, nous allons poursuivre, chers amis, cette continuation concernant, comment dire, le gouvernement, bien que de fait seulement et non pas juridiquement de droit, du maréchal Philippe Pétain. Nous arrivons alors après le tournant de novembre 1942, lorsque les Alliés débarquent, hein, je répète, hein, lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, au Maroc, à Oran, et dans le port d'Alger, donc en Algérie, hein, le maréchal Pétain donne officiellement l'ordre de les combattre, enfin bon voilà, en déclarant, bon, etc. Le maréchal Pétain fera battre l'armée des pays du fromage contre les alliés qui viennent débarquer sans l'accord de la France de l'époque de l'occupation, hein, rappelons-le. Alors on lui reprochera beaucoup de choses, mais bon, enfin bref, bon, moi je ne soutiens pas ce régime, pas plus que les régimes de la Troisième ou de la Quatrième République, et encore moins de la Cinquième. Pour ma part, vous le savez, je suis plutôt pour l'ancien régime, la monarchie. Je ne vous le cache pas, moi, le régime de Pétain, le régime d'Adolphe Thiers ou de François Mitterrand ou d'un autre, ou de, comment dire, la 4ème République, là, euh, enfin bref, bon, je ne soutiens aucun régime de la République puisque la République nous mène tout droit dans le chaos et dans le désordre, voire dans l'abandon de notre industrie, de nos entreprises. Je vous rappelle ici à Vitré, le magasin qui a ouvert il y a 4 ans d'Arty va fermer, donc ça fera un pan d'économie en moins. Le plus grand magasin de la FNAC à Paris va fermer en 2025. C'est vous dire qu'on détruit tout dans notre pays parce que justement la bourgeoisie a laissé place à l'économie de marché qui s'appelle la banque ou les banques. Donc, vous voyez, si la monarchie en France, même constitutionnelle, existait encore, il n'y aurait certainement pas tous ces dégâts. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Il faut continuer à descendre plus bas, à descendre dans, comment dire, dans l'abandon de toutes les valeurs d'un travail de production à l'image du pays des fromages, bien que nous ne soyons pas le pays le plus courageux, mais nous ne sommes pas non plus le plus paresseux, il ne faut pas exagérer. Nous avons beaucoup de ressources, enfin nous en avions, il nous en reste encore un peu, mais pour combien de temps, chers amis, je vous le demande. Alors nous poursuivons l'histoire avec le maréchal Philippe Pétain, nous arrivons à l'après-guerre pratiquement, hein. Voilà, je vais vous passer les détails sur ce qu'il a fait, de bon ou de mauvais, ça c'est pas à moi de juger. L'histoire a donné sa version, l'histoire des vainqueurs, hein. Ah oui, on fait pas parler les autres, on les réduit au silence, mais bon, je suis pas là pour défendre ni les uns ni les autres, mais j'aime bien la vérité et je dis que tout le monde a droit. Comme disait Voltaire, je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on n'en est plus là. Les adversaires ne peuvent plus s'exprimer. Au contraire, on applique la censure. Il n'y a qu'à voir sur YouTube, sur Google ou Microsoft. J'en passe et des meilleurs. Je suis assez bien placé pour vous le dire parce que ma chaîne, eh bien, ne marche pas. Ne marche pas, chers amis, je ne vous le cache pas. Je vous fais des vidéos, mais j'ai l'impression de faire des choses. Alors, c'est vrai que j'ai pas du bon matériel. Ça peut peut-être me pénaliser un peu, mais bon, pas que, hein.
Alors, le maréchal Pétain fait officiellement déchoir de la nationalité les habitants du fromage et condamné à mort ses anciens fidèles François Darlan et Henri Giraud. Oh, voilà François Giraud et François Darlan. Ah bon, qui sont passés au camp allié en Afrique du Nord. Il ne proteste en aucun moment lorsque fin 1942, puis à nouveau à l'automne 1943, une vague d'arrestations frappe son propre entourage et écarte de lui un nombre important de conseillers et de fidèles, dont Maxime Végan, l'amiral ou le général euh, Général Végan, pardon, Lucien Romier, voilà, et Joseph de la Porte de Dutheil. Qui était-il, un général, un maréchal? Bon, voilà. Interné en Allemagne, il consent des délégations croissantes de pouvoir à Pierre Laval, bon sang, lui qui était socialiste, redevenu son dauphin, qui place ses fidèles à tous les postes clés et qui obtient de lui, à partir du 26 novembre 1942, de signer seuls les lois et les décrets. Bon, ben ça, voilà, bon, ben écoutez, on va passer rapidement. Alors, le 6 juin 1944, il est informé du débarquement en Normandie alors qu'il est à Saint-Étienne, en tournée de réconfort à la suite des bombardements dans le sud-est et le centre-est du pays des fromages. Il prononce un discours radiodiffusé qui a été enregistré le 17 mars 1944 à la demande des Allemands, donnant à ses compatriotes des consignes de neutralité. En août 1944, il tente de déléguer l'amiral Offand, voilà l'amiral Offand, au poète de De Gaulle. Au poète de De Gaulle, c'est en quelle année? On ne sait pas. Pour lui transmettre régulièrement le pouvoir sous réserve que le nouveau gouvernement reconnaisse la légitimité de Vichy et de sauvegarder le principe de légitimité que j'incarne. Bon, aucune réponse ne fut donnée à ce moment, à ce monument de candeur. Bon, vue extérieure du château de Sigmaringen, en Allemagne je crois. Le 17 août 1944, les Allemands, en la personne de Cécile von Rentefink, délégué spécial diplomatique du Führer, auprès du chef de l'État des habitants du pays du fromage, demande au maréchal Pétain de se laisser transférer en zone nord. Celui-ci refuse et demande une formulation écrite de cette demande. Von Rentefink renouvelle sa requête par deux fois le 18, puis revient le 19 à 11h30, accompagné du général von Neubrunn, qui lui indique qu'il a des ordres formels de Berlin. Le texte écrit est soumis au maréchal Pétain. Le gouvernement du Reich donne instruction d'opérer le transfert du chef de l'État, même contre sa volonté. Devant le refus renouvelé du maréchal, les Allemands menacent de faire intervenir la Wehrmacht pour bombarder Vichy, après avoir pris à témoin l'ambassadeur de Suisse, Walter Stucky, du chantage dont il est l'objet. Le maréchal Pétain se soumet et, jusqu'à 19h30, Rentefink entre dans le bureau du maréchal à l'hôtel du parc, l'hôtel du parc donc à Vichy, avec le général von Neubrunn. Le chef de l'État est en train de surveiller la confection de ses valises et de ranger ses papiers. Le lendemain 20 août 1944, il est amené contre son gré par l'armée allemande à Belfort, puis le 8 septembre à Sigmaringen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, où s'étaient réfugiés les dignitaires de son régime, notamment Fernand de Brinon. Voilà, on avait vu le portrait de cet homme. Ou Jean Fillol, c'est ça? Oui, Jean Fillol, pardon, qui rejoint Joseph Darnan et installe son QG à
Kroschenwitz, tout près de Sigmaringen. À Sigmaringen, le maréchal Pétain refuse d'exercer encore ses fonctions et de participer aux activités de la commission gouvernementale présidée par Fernand de Brinon. Il se cloître dans ses appartements tout en préparant sa défense après avoir appris que la haute cour de justice des habitants du Pays du Fromage se dispose à le mettre en accusation par contumace. Arrestation et retour au Pays des Fromages. Le 23 août 1945, après avoir... Est-ce que j'ai mis au moins le truc? Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Le 23 août 1945, après avoir obtenu des Allemands qui le conduisent en Suisse et des Suisses qui l'acceptent sur leur territoire, le maréchal Pétain demande à regagner le Pays des Fromages par l'intermédiaire du diplomate Karl Bonkrakt. Le gouvernement suisse transmet cette requête au général de Gaulle. Le gouvernement provisoire de la République décide de ne pas s'y opposer. Le 24 avril, les autorités suisses lui font rejoindre la frontière. Puis il est remis aux autorités des habitants du Pays des Fromages. Le 26 avril, le général Koenig est chargé de le prendre en charge à Vallorbe. Le maréchal est ensuite interné au fort de Montrouge, en Île-de-France. Voilà, alors, procès et condamnation. Je vous passerai les détails. Alors, justement, je vais peut-être lire quelques traits de... Voilà, le procès du maréchal Pétain débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice, créée le 18 novembre 1944 après que 6 autres magistrats se sont récusés. Ah voilà. Pourquoi ils sont récusés, à votre avis? Le tribunal est présidé par Paul Mongibaud et comme par hasard, il n'y a pas son portrait, bien entendu. Promu à cette occasion par le gouvernement provisoire. Alors, du général de Gaulle, vous voyez déjà, il était général en 1944. Or, jusqu'en 1924, il était capitaine, je vous le rappelle. Comment, de 1924 à 1944, 20 ans plus tard, il peut devenir général? Oui, vous allez me dire qu'il aurait pu être colonel et puis rapidement être nommé général, avec 2 étoiles. Je rappelle, il avait 2 étoiles. Or, vous savez ce que veut dire une étoile sur le képi d'un général. Nous l'avons vu la veille. Donc, comment en 20 ans il a pu passer général? Bon, c'est un mystère. Promu à cette occasion par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, je l'ai dit, premier président de la Cour de cassation, assisté qui est ça le général de Gaulle, premier président de cassation, mélange de pouvoir déjà, assisté du président de la chambre criminelle à la Cour de cassation, Donat Guigne et Picard, premier président de la Cour d'appel. Bon, tous trois avaient prêté serment de fidélité au maréchal, vous voyez, et ils se sont retournés contre lui. Bon, enfin bref, le ministère public est représenté par le procureur général André Monet. Qui est André Monet? Est-ce qu'on a un portrait? Peut-être pas. Ah si, quand même. Président honoraire de la Cour de cassation. L'instruction est assurée par Pierre Bouchardon. Bon. Président de la commission de la Haute Cour, choisi personnellement par De Gaulle. Vous voyez déjà, les hommes ont été nommés par lui, par M. Charles de Gaulle. Comment voulez-vous qu'il n'y a pas confusion des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif qui n'existait pas encore, qui n'avait pas été remis en place, et puis le judiciaire? Vous voyez, il y a confusion des pouvoirs. Nous sommes d'accord ou pas, chers amis? Voilà, donc il y a confusion des pouvoirs entre l'homme, Monsieur Charles de Gaulle, et le ministère de la Justice, enfin, disons voilà, par le président de la commission de la haute... Voilà. Comment un homme comme lui, comme Monsieur de Gaulle, peut choisir la cour? Donc il choisit des hommes à sa cause personnelle, ce qui est illégal. Voyez-vous? Mais en temps de libération, on peut se permettre tout et n'importe quoi, des passe-droits, n'est-ce pas? Le jury de 24 personnes est constitué de 12 parlementaires et 4 suppléments. Bon, je passe rapidement. Voilà, je voulais savoir s'il était général ou pas. Et oui, en 1944, il était général déjà. Bon, enfin, je dis déjà parce que, vous voyez ce que je veux dire, le parcours a été rapide. Il a eu du mal à être, on va dire,
aux sorties de Saint-Cyr, parce qu'il a fait Saint-Cyr quand même, mais aux sorties de Saint-Cyr, il n'était pas capitaine. Il était peut-être lieutenant, sergent-chef, lieutenant ou quelque chose comme ça, mais il ne pouvait pas être capitaine comme ça du jour au lendemain. Il fallait qu'il fasse ses preuves d'armes. Et c'est ce qu'il aurait fait dans la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Bon, là, je ne vous raconterai pas ce que j'en pense. Il y a beaucoup à dire sur son comportement durant la Première Guerre mondiale de M. Charles de Gaulle. Je parle en tant que capitaine, apparemment. Enfin bref, bon, alors, après les récusations de la défense, les jurés sont, bon, on va pas trop lire, hein. Je vais voir qui sont, bon, dedans. Ouais, bon, tout ça, c'est... Voilà les jurés, regardez-moi ça. Voilà, tous des hommes choisis par Monsieur Charles de Gaulle, certainement, hein. Voilà, je vous montre les portraits. Je ne veux pas dire les noms. Bon, vous les lisez vous-même, hein, je ne sais pas. Voilà. Bref, Jim Schmitt, suppléant, Joseph Roux, voilà, suppléant, Eugène Chassaigne. Bon, enfin bref, pour les non-parlementaires. Voilà, chers amis, je vous laisse un peu lire, je vous laisse lire, hein. Voilà. Défendu par Jacques Isorni. Oui, alors là, voilà, on montre pas Jean Lemaire et le bâtonnier Fernand Payen. Le maréchal Philippe Pétain déclare le premier jour qu'il avait toujours été un allié caché du général de Gaulle et qu'il n'était responsable que devant le pays des fromages et des habitants du pays des fromages. Et oui, qu'il avait désigné et non devant la haute cour de justice. Dans ces conditions, il ne répondra pas aux questions qui lui seront posées. Viennent déposer de nombreuses personnalités en tant que témoins, soit à charge Édouard Daladier, voilà, Paul Reynaud, ancien Premier ministre de la Troisième République, Léon Blum évidemment, Pierre Laval, même Pierre Laval, ben oui, voyons, soit à la décharge, le général Végan, voilà, et le pasteur Marc Begrier, ou encore l'aumônier des prisonniers de guerre, Jean Audemain. Seul homme d'église a témoigné à décharge. Le procès s'achève le 15 août 1945 à 4h30 du matin, suivant les réquisitions du procureur général André Mornay, à la cour, déclare le maréchal Philippe Pétain, coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison, ben oui, à la volonté de M. Charles de Gaulle, bien sûr. Elle le condamne à mort à l'indignité nationale, bon, et à la confiscation de ses biens, assortissant toutefois ces condamnations du vœu de non-exécution de la sentence de mort en raison de son grand âge. Le verdict de la Haute Cour de justice reconnaît le maréchal Philippe Pétain coupable d'indignité nationale et le condamne à la dégradation nationale. Cette décision emporte la destitution de toute fonction, emploi, office public et corps constitué, la perte de tout grade dans l'armée. À la fin du procès, il se dépouille de son uniforme. Qu'est-ce qu'il y a là? Avant d'être incarcéré, mais c'est avec ce même uniforme qu'il fut inhumé en 1951. Accomplissant le vœu de la Haute Cour de justice, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République, vous voyez, voilà, commu la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité le 17 août 1945, compte tenu de la peine de dégradation nationale, article 21 de l'ordonnance. Ouais, bon, enfin, ça vaut rien du tout. Les ordonnances du gouvernement provisoire de la République des habitants du pays fromage relatives à l'épuration ont notamment créé
des juridictions d'exception et un état juridique nouveau. Ouais, bah, ouais. L'état d'indignité nationale pour les personnes jugées. Bon. Le maréchal Philippe Pétain est exclu automatiquement de l'Académie française. Ben voilà, bien sûr, bien évidemment. L'ordonnance prévoit l'exclusion de l'Institut. Toutefois, celle-ci s'abstint d'élire un remplaçant de son vivant au 18e fauteuil. Égard, il y a des manques, hein. Comme vous voyez, chers amis, égard dont bénéficia également Charles Maurras. Tandis que Abel Bonnard et Abel Herman sont remplacés dès 1946. Emprisonnement, bon, je vous laisse passer les détails. Mort, inhumation. Alors, le maréchal Philippe Pétain est emprisonné au fort de Montagne, au Portalet, dans les Pyrénées-Atlantiques, alors département des Basses-Pyrénées, du 15 août au 16 novembre 1945. L'unique photo du maréchal Pétain enfermé dans ce lieu a été prise clandestinement par Michel Lard, chargé de l'entretien du fort à cette époque. Pendant le régime de Vichy, ce fort avait servi de lieu de détention de plusieurs personnalités politiques. Il est transféré au fort de Pierre-Levé à l'Île-Dieu, au large de la Vendée. Il est, hormis ses gardiens, le seul occupant du fort. Son épouse, installée à son tour dans l'île, bénéficie d'un droit de visite quotidien. Au cours de ces années, les avocats du maréchal Philippe Pétain et plusieurs dignitaires étrangers, parmi lesquels l'ancien roi Édouard VIII, dont peut-être voici le portrait, et la reine Marie réclament sa libération auprès des gouvernements successifs, ceux-ci emmêlés dans l'instabilité politique de la 4ème République, préfèrent ne pas se risquer dans une démarche sensible pour l'opinion publique. Début juin 1946, le président américain Harry Truman, il ne montre pas le portrait. Ah, c'était donc Harry Truman, oui, qui était, voilà. Réclame sans succès sa libération, proposant de lui accorder l'asile politique aux États-Unis. Vous voyez, même les Américains étaient prêts. Ils n'aimaient pas M. Charles de Gaulle, les Américains, honnêtement. D'ailleurs, ils le font dégager en 1970, ou plutôt non, il ne sera pas dégagé, mais par les Américains. Mais quand ils verront que M. Charles de Gaulle a démissionné de ses fonctions de président de la République, ils seront contents et soulagés, les Américains. Vous comprenez ? Les Américains ne l'aimaient pas. Bon, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici pour l'instant. On en reparlera quand nous serons au gouvernement du président Charles de Gaulle. Pour l'instant, nous parlons du maréchal Philippe Pétain. La santé mentale du maréchal Philippe Pétain décline à partir de la fin des années 1940. Les moments de lucidité devenant de plus en plus rares, après avoir pris position en ce sens dès 1949, le général de Gaulle déclare le 26 mai 1951 à Oran, dans un discours prononcé place d'Armes, devant une foule d'environ 8000 personnes, qu'il est lamentable pour le pays des fromages, au nom du passé et de la réconciliation nationale, indispensable qu'on laisse mourir en prison le dernier maréchal. Eu égard à cette situation, après un examen médical réalisé par le professeur René Piedelièvre, voilà son portrait, un médecin donc, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Vincent Auriol, tiens, président de la République, présidé alors, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé, ah oui, Vincent Auriol, prétendument président de la République, oui, bon, en vue d'adoucir une fin prévisible, autorise le 8 juin 1951 l'élargissement du prisonnier et son assignation à résidence dans un établissement hospitalier ou tout autre lieu pouvant avoir ce caractère. Le 29 juin 1951, il est transféré dans la maison privée de l'ancien conseiller général de l'Île-Dieu, Paul Lucot, au 27 rue Gabriel Guiste, de Port-Joinville, décrété pour l'occasion annexe de l'hôpital militaire de Nantes. Mort et inhumation et tombe. Bon, on va passer le détail. Il est mort le 23 juillet 1951. Voilà, il meurt à Port-Joinville, donc, à l'âge de 95 ans. Oh, c'est pas mal.
Veillé par Jean Rodin. Voilà, Jean Rodin, c'est sûrement le prêtre, je sais pas. Oui, est un prêtre catholique. Oui, c'est celui qui a témoigné en faveur du maréchal Philippe Pétain. Bon, voilà. Euh, Tombe du maréchal Philippe Pétain sur l'île Dieu, entouré de huyas, d'arbres et de cyprès. Bon, je vais vous passer les détails de tout ça, chers amis. Position de l'opinion publique à son égard. Bon, de la Grande Guerre à 1940, hein, vous connaissez, bon, tout le monde est maréchaliste, pétainiste et opinion pendant l'occupation, bref. Voilà, on va pas lire tout ça. Ou alors j'y reviendrai un peu plus tard si vous voulez. Voilà, on va s'arrêter là. Oui, je crois que je vais. Attendez. Voilà, on lira ça la prochaine fois. On va terminer demain. Donc, je suis désolé, chers amis, c'est un peu long, mais il en sera de même pour Monsieur Charles de Gaulle. Vous verrez que les vidéos seront longues aussi, seront peut-être en 2, 3 ou 4 parties, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cet homme, à la fois sur ses faits d'armes, sur ses discours politiques, etc. Sur son éloquence, bien sûr, hein, parce que c'était un homme très instruit, M. Charles de Gaulle, un homme très éloquent, et ça, vous verrez que ça ne manque pas de sel. Mais on va pas anticiper sur M. Charles de Gaulle, sur son autorité ou pas. À vous de vous faire votre opinion. Pour ma part, je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon début de semaine, comme je vous l'ai dit. Et nous nous reverrons dans de bonnes dispositions, chers amis, je l'espère. Alors, soyez bien entre amis, toujours. Hein. Vivez en paix entre vous, enfin, avec vos proches, votre famille, vos amis et vos camarades et collègues de travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers amis.